bienvenue dans l'émission culturelle Le Nouveau Rendez-vous de 8 Mont-Blanc. Bonjour Vincent. Bonjour Fanny, et on va parler dans cette émission de bande dessinée, de livres, de cinéma, de musique, peut-être même de jeux vidéo, de théâtre. La culture au sens large, c'est vraiment le but des missions culturelles, parler de la culture et de son actualité. Alors Vincent, tu as eu un gros coup de cœur sur une bande dessinée qui sort du commun. Qu'est-ce qui t'a tant plu? Shin Zero. Shin Zero, c'est une bande dessinée de Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. Mathieu Bablé, il s'était fait largement remarquer avec la bande dessinée Shangri-La. Tu as devant toi Carbone et Silicium qui fait partie aussi de tes très gros succès. L'année dernière, Frontier de Guillaume Singelin avait été multiprimé, énorme succès aussi. On retrouve ce duo d'auteurs pour une bande dessinée hors norme. 3 volumes qui sont annoncés. Le premier sort le 22 janvier. C'est un mélange hybride, bande dessinée, manga. On ne sait pas exactement, ça rappelle un petit peu Bioman. Les Power Rangers, pourquoi, comment, et surtout, moi j'ai gardé un souvenir assez mitigé du genre, et pourtant, là j'ai adoré. Je me suis complètement laissé prendre par cette bande dessinée. Il y a un autre niveau de lecture, et pour ça, on va pouvoir en parler avec l'auteur lui-même. Oui, justement, on est avec Mathieu Bablé. Bonjour Mathieu. Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui vous a amené sur la piste d'inspiration des tokusatsu et des sentai, parce que c'est les noms un petit peu officiels du genre? Qu'est-ce que c'est en fait tout ça? Alors, le tokusatsu, c'est un genre cinématographique japonais. Et donc, ce qui, avec Guillaume, nous a emmené sur cette piste, c'est un véritable amour pour ce genre-là. C'est vrai qu'on le connaît en France, notamment via les Power Rangers, qui était un petit peu pour les enfants nés dans les années 90, peut-être une Madeleine de Proust qui a mal vieilli aujourd'hui. Et pour autant, c'est un genre qui est né en 1954 avec le premier film Godzilla et en fait qui correspond au film à effets spéciaux japonais fait avec peu de moyens, donc c'est-à-dire des créatures qui sont animées avec des personnages à l'intérieur, avec des humains qui sont dans des gros costumes pardon, avec des gros costumes en latex, avec des décors qui sont faits avec des maquettes, avec des explosions faites avec 3 fois rien. Donc c'est vraiment, en fait, notre amour pour ce cinéma de la bricole qui nous a amené déjà à considérer ce genre-là et à le développer avec un scénario qui, pour le coup, en fait, prend ce décorum-là, justement, s'affranchit du côté un peu nostalgique du tokusatsu, du côté un petit peu enfantin des Sentai et des Power Rangers pour les emmener dans notre monde réel où on est dans un monde beaucoup plus désenchanté, où être héros du quotidien, finalement, c'est un boulot comme les autres qui est ubérisé. Les missions se prennent sur des smartphones, on est noté avec des étoiles à la fin. Donc il y avait vraiment un grand écart presque entre justement donc, ce genre très coloré et ce qu'on en a fait qui nous intéressait à explorer. Alors 200 pages par ouvrage, 3 tomes, c'est un projet qui est titanesque. Comment vous répartissez la création de cette série? Alors sur cette série, donc moi strictement je fais le scénario et Guillaume le dessin. Et pour autant, comme on est tous les deux des auteurs complets, en fait il y a pas mal de porosité, ce qui nous permet d'être assez efficace. C'est-à-dire que moi j'ai des idées de mise en scène très graphiques que je vais lui partager, et lui de son côté va pouvoir aussi me donner des conseils ou son avis en tant que scénariste, de telle sorte on avance assez rapidement, et justement la pagination est conséquente. Le fait d'être parti sur du format noir et blanc et un format manga, ça permet de réduire aussi le temps de production, et ça nous donne pour objectif quand même de sortir ces 3 fois 200 pages de manière assez régulière et aussi rapidement que possible. Très bien. C'est un sujet qui est quand même pas si banal. On t'avait découvert aussi avec de la collapsologie. Tu avais parlé de science-fiction, fin du monde, sorcellerie, tous ces thèmes-là qui reviennent régulièrement dans tes créations. Ta source d'inspiration, c'est quoi? C'est le cinéma, c'est la littérature, c'est encore autre chose? C'est un peu tout en fait, vraiment. En l'occurrence, effectivement, quand du côté de la science-fiction, c'est plutôt les romans et la littérature qui m'intéressent.
les sorcières, c'était les séries télé à la Buffy contre les vampires. Et là, le tokusatsu, c'est encore, ouais, c'est des reliquats de mon enfance qui se sont un peu transformés. En fait, le point de départ à chaque fois, c'est vraiment une envie de créer un nouvel univers. Vraiment, c'est la partie presque la plus sympa la plus sympa d'un projet, pardon. Avant même de commencer les pages ou de galérer sur un scénario, c'est vraiment créer une cohérence et une logique dans un univers, essayer d'en deviner ou d'en inventer les ramifications. Et donc voilà, changer à chaque fois d'univers, ça permet de recommencer cette démarche-là. Et moi, c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans mon métier. Eh bien, merci Mathieu Bablé d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à Alors, vous. on a Merci, parlé Mathieu. de bande dessinée. Il existe d'autres manières de raconter des histoires, comme par exemple avec le stop motion. Oui, Mémoire d'un escargot, c'est une nouveauté sortie cinéma du mois de janvier. C'est un film qui va raconter l'histoire de Grace. Grace, c'est une demoiselle qui va devenir trop jeune orpheline. Elle va être séparée de son frère et chacun, dans leur destin, vont devoir se construire. Au milieu de ça, une octogénaire va intégrer la vie de Grace et va l'aider à sortir de sa coquille. Une ambiance censément triste, hein, presque sordide, un peu automnale au niveau des couleurs et pourtant plein d'humour tout au long de l'histoire. C'est un film que j'ai personnellement adoré. Et c'est un film qui est en plus assez particulier, étant donné qu'il y a près de 200 figurines qu'il compose, et ça lui a d'ailleurs valu le cristal du long métrage d'Annecy l'an passé. Tout à fait, un prix absolument prestigieux. C'est vrai que la stop motion, c'est un genre qui est hors norme hein, pour l'animation, animer des objets en 3D. Il y a d'autres représentants du genre. Hein. Oui, par exemple, on peut parler aussi de Wallace et Gromit. Ils viennent de sortir, le studio vient de sortir un nouveau film sur Netflix. Oui, tout à fait. Wallace et Gromit qu'on n'avait plus vu en long métrage depuis 16 ans. Et les studios Hardman ont gratifié les spectateurs d'un nouveau film vraiment très drôle. Oui. Tu l'as vu, Oui. on a adoré tous les deux. Il Ouais. était super, ouais. Et sans transition, Fanny, tu voulais aussi nous parler de musique. Oui, tout à fait. On part aux Caraïbes. Moi, je vous emmène à Porto Rico pour un album rempli de soleil. Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est un extrait du 6e album studio de Bad Bunny. Mais alors, c'est qui Bad Bunny? Eh bien, c'est le 3e artiste le plus écouté au monde, juste après Taylor Swift et The Weeknd. Et là, il vient juste de sortir donc son nouvel album qui s'appelle Debí tirar más fotos. En français, ça veut dire j'aurais dû prendre plus de photos. Et en fait, c'est un hommage à ses racines. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un mélange de styles. On a aussi bien des styles traditionnels de l'île, comme la salsa et la plena, mais aussi des styles plus contemporains, comme le reggaeton ou la house. Et puis, il y a aussi des collaborations assez intéressantes avec des artistes émergents de l'île, donc c'est assez sympa à écouter. Et au-delà de l'aspect musical, Bad Bunny, à travers cet album, il veut aussi faire passer des textes un peu plus profonds. Notamment, il dénonce la situation qui est assez critique de son île, aussi bien côté social que politique. Et il y a notamment une chanson qui s'appelle Lo que le pasó à Hawaï, ce qui est arrivé à Hawaï, où en fait, il compare les deux îles qui sont deux territoires qui ont été exploités par les États-Unis et qui ont vu leur tradition disparaître peu à peu avec le temps, et il espère que ça ne va pas arriver à son île. Donc voilà, c'est disponible depuis le 5 janvier. Ce sont 17 chansons que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et tu me l'as fait découvrir, hein. Je ne connaissais pas Bad Bunny. C'est vrai que ça donne envie de bouger. Hein. Moi, j'avais envie de parler d'un livre encore, si tu veux bien. Ma fille, c'est un premier roman. C'est un roman qui est sorti au Rouergue ce mois-ci également, au mois de janvier. C'est Mathilde Dondaine qui l'a écrit. Elle est professeure de français. Elle a commencé pendant le confinement et ça raconte justement l'histoire d'une professeure de français. Elle est professeure principale d'une classe difficile et dans cette classe, il y a Louise. Louise, c'est un petit peu l'électron libre. Elle est difficile à cerner et tant le proviseur que le père de Louise ont demandé à ce professeur quelque chose d'un petit peu particulier. Est-ce qu'il vous est possible de créer un lien avec elle, d'avoir un échange avec elle, un peu épistolaire, avec les moyens actuels, hein, WhatsApp et autres, et elle va accepter. C'est normalement quelque chose qu'on ne fait pas, et il va se créer quelque chose de très fort entre cette femme et cette demoiselle. Il faut dire que Élise a perdu une enfant très jeune, quelques jours après la naissance. Il faut dire que Louise, elle, a perdu sa mère. Donc il y a une sorte de besoin un petit peu qui va se créer entre elles. Même malheureusement, ça va prendre une dimension, une dépendance affective
qui va peut-être se transformer petit à petit en relation toxique. C'est un récit, moi, que je n'ai pas pu lâcher. Je l'ai lu avec énormément d'enthousiasme. Dès que je devais m'arrêter, c'était pour mieux y retourner. Donc voilà, un premier roman, mais à surveiller de très près. Ma fille aux éditions du Rouergue. Eh ben, ça donne envie. Et toujours dans l'univers des livres, après avoir parlé de leur contenu, maintenant, on va plus parler de leur couverture. On va découvrir Marc Simonetti, que tu as rencontré le temps d'un reportage. De la science-fiction, de la fantaisie, de l'horreur, des romans pour ados, toutes les œuvres de cette bibliothèque ont un point en commun. Leur propriétaire en est également l'illustrateur. J'ai illustré Dune, donc là c'est la version brésilienne. J'ai illustré Le Trône de Fer, Game of Thrones. Game of Thrones, justement, une série dont est fan l'illustrateur annécien et qui va lancer sa carrière. Il débute en dessinant des produits dérivés de la série, comme des cartes à jouer, avant de réaliser les couvertures des livres des éditions françaises et mexicaines, puis d'imaginer quelques temps plus tard des calendriers, en travaillant directement avec l'écrivain à succès. L'auteur de Georges R. R. Martin qui m'a contacté pour qu'on fasse ensemble le calendrier 2013. Donc c'est là la première fois que j'ai pu commencer à travailler directement avec lui. J'étais impressionné en fait, parce que c'est la première fois que j'étais en contact avec quelqu'un qui avait écrit les livres que j'adorais, donc c'était toujours un rapport un peu particulier. Pour réaliser ses contrats, il travaille depuis chez lui sur son ordinateur. C'est l'éditeur qui m'a donné des scènes. Il y a une scène où il y a un personnage qui doit en tuer un autre pour passer à l'étape d'après. Je vais juste essayer de mettre où est la lumière en fait. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir par exemple de la lumière qui va toucher l'anneau ici, au premier plan. Avec près de 400 couvertures réalisées, Marc Simonetti s'est fait une place de choix dans le métier d'illustrateur de livres. Et depuis quelques années, c'est dans un autre domaine qu'il se démarque, le cinéma. J'avais la scène avec l'acteur sur fond vert, donc sur une espèce de tapis mécanique. Il était attaché, il était secoué dans tous les sens, et puis voilà, donc je prenais des screenshots de ça, et puis j'essayais de faire de le mettre plus ou moins loin pour faire des décors le plus sympa possible de quand il allait passer avec son tapis. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la scène du rêve bleu dans le live-action d'Aladin, sur laquelle il a planché 2 jours pour créer les décors. Aquaman 2, Transformers, Minecraft ou encore Ghostbusters, il évolue désormais comme directeur artistique dans le cinéma. J'ai travaillé il y a quelques années de ça avec Luc Besson pendant 1 an et demi sur Valérian et la cité des 1000 planètes. Voilà, une super expérience. Je travaillais d'Annecy. Et puis en visio, je l'avais 1 fois par semaine. Il me donnait des sujets le plus abstraits possible pour que je sois le plus créatif possible. J'ai fait des designs de personnages, de véhicules, d'environnement, d'armes. En plus des livres, du cinéma et des jeux vidéo, Marc Simonetti a également collaboré avec le Puy du Fou en imaginant les décors et les spectacles du parc vendéen. On arrive au terme de cette première émission sur Vite Mont Blanc. On espère que ces quelques idées vous auront donné envie. Ça sera une émission qui sera mensuelle. On se retrouve donc au mois de février avec des nouvelles découvertes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On a 2 pages dédiées qui vous permettent de découvrir encore plein d'inédits en plus de l'émission. À très vite.